Mystérieuse. Elle ne m'a pas du tout donné l'impression de quelqu'un de déprimé qui décide de faire un break dans sa vie. Elle a disparu de la surface de la Terre. Où que tu sois, appelle-moi, je viens te chercher. C'est pas trop tard, on peut tout réparer. Rien n'est cassé. Une bien étrange enquête. C'était un type bizarre. Il avait tout d'un sadomasochiste. Il nous a révélé qu'il avait tué 8 personnes auparavant. Et une course-poursuite qui va tenir la police en haleine jusqu'au bout. Il se croyait plus malin que le juge, les jurés, les gens dans la salle, la police, tout le monde. Amour, mensonge et une pointe de sadomasochisme. C'est maintenant dans les crimes de la Jet Set. Un dimanche comme les autres à Oakland Hills, en Californie. Nina Reiser est attendue pour dîner chez sa meilleure amie, Hélène Doren. Il était déjà 6 heures du soir et Nina n'était toujours pas là. Hélène a commencé à s'inquiéter car Nina était une amie sur qui on pouvait compter. Cette jeune immigrée russe de 31 ans fait ses études de pharmacie et toute la communauté l'apprécie. Nina était une ravissante jeune femme. Petite, jolie et un sourire magique. C'était quelqu'un de très ouvert, très attentionné. Hélène appelle Nina chez elle et sur son portable. Mais pas de réponse. Elle a pensé, peut-être que son ami Anthony lui a fait la surprise et est venu la prendre pour le week-end. Il doit y avoir une explication toute simple. Hélène appelle Anthony Zographos, un homme d'affaires prospère. Et elle apprend qu'il est justement en déplacement et que Nina n'est pas avec lui. Anthony Zographos est rentré le lendemain, le 4 septembre. Il l'a cherchée partout, sans la trouver. Il ne savait pas où elle pouvait être. Elle n'avait appelé personne et personne n'avait eu de ses nouvelles. Hélène apprend qu'aux alentours de 14h30, le dimanche en question, Nina a déposé ses enfants chez son futur ex-mari, le très célèbre programmateur informatique Hans Reiser. C'était un grand nom de l'informatique. C'était donc une affaire qui sortait de l'ordinaire. 24 heures passent sans la moindre nouvelle. La piste de Nina refroidit. Nina était censée les récupérer à l'école dans l'après-midi. Hélène a pensé, de même qu'Anthony, qu'il était impossible que Nina ne passe pas prendre ses enfants. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ses enfants étaient tout pour elle. Le fait qu'elle ne vienne pas les chercher à l'école indiquait qu'il s'était passé quelque chose de grave. L'agent qui a pris la déclaration de disparition d'Hélène Doren a dit plus tard, en prenant ces déclarations, j'ai tout de suite su que c'était grave. La police se rend au domicile de la jeune disparue. On a commencé par faire le tour de la maison pour voir s'il n'y avait pas eu d'effraction. On a regardé par les fenêtres si on voyait le moindre signe de lutte, de meubles renversés. Mais tout est parfaitement en ordre. Elle avait payé le loyer, la crèche, l'école, et il y avait du liquide qui traînait. Les vêtements étaient bien rangés. Les affaires de toilette, brosse à dents, peigne, maquillage étaient là. Rien ne venait indiquer qu'une personne avait fait ses bagages. Le temps passe et Nina reste introuvable. Les médias ont au fait de s'emparer de l'histoire. Ça s'explique facilement. D'abord, Hans Reiser est une célébrité de l'informatique. Et ensuite, qui plus est, Nina est une très jolie femme. Alors que les télévisions locales diffusent en permanence des photos du beau visage souriant de Nina, les proches de la jeune femme sont à l'agonie. Dès que j'ai entendu parler de sa disparition, j'ai essayé de l'appeler, sur son portable, sur son fixe. Je l'ai cherché partout, en roulant au hasard. Le temps passait. J'appelais juste pour entendre sa voix.
Je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. Mais quand les gens disparaissent, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Des témoins déclarent l'avoir vu faire ses courses le jour de sa disparition. Apparemment, elle ne montrait aucun signe d'inquiétude. On voyait Nina sur les vidéos de sécurité du supermarché. Elle était avec les enfants, ils jouaient dans le chariot, des choses comme ça. Ils étaient en train de passer un agréable moment ensemble. Après avoir quitté le supermarché, elle a passé son dernier coup de fil sur son portable. Elle a appelé chez Hans. C'était sans doute un appel pour dire qu'elle serait en retard, car elle devait déposer les enfants à 2h, et il était juste 2h quand elle a appelé. La maison de Hans est à un quart d'heure de voiture de là. La police remonte la piste. Ils ont dit à Hans, vous êtes le dernier à avoir vu Nina Reiser. Vous savez ce qui lui est arrivé? Où on peut la trouver? Hans ne sait rien. Nina a déposé les enfants comme d'habitude, puis elle a repris sa voiture. Elle a tout bonnement disparu. Plus de voiture, plus de Nina, plus de coups de fil, plus de nouvelles. En quête d'indices, la police écoute sa messagerie vocale. Bonjour, vous êtes bien chez Nina? Et elle tombe sur de curieux messages de son ami Anthony. Salut, c'est moi. T'inquiète pas, rien n'a changé. Prends ton temps, mais appelle. Appelle-moi de n'importe où, et je passe te prendre. Bon, il n'est pas trop tard, on peut réparer ça. Rien n'est cassé. Je t'aime. À très vite, bye. Interrogé par la police, Anthony reconnaît que leur relation était tendue ces derniers temps. Mais il nie catégoriquement être impliqué dans sa disparition. Il suppose que Nina est partie quelques jours seule pour réfléchir, mais la police n'a aucun indice venant corroborer cette hypothèse. Les inspecteurs n'ont rien laissé au hasard. Ils ont vérifié les relevés de banque, de cartes de crédit, les registres des aéroports, des gares, pour voir si on pouvait remonter une piste. Mais elle semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Une semaine après la disparition, la police fait une découverte qui ne présage rien de bon. On a retrouvé son minivan dans Oakland Hills, à 5 km de chez Hans. Il était garé dans un quartier résidentiel très calme, pas loin de la nationale. Il y avait toutes ses courses dans le coffre. $150 de courses en train de pourrir dans la voiture. Il n'y avait pas de sang et pas de traces de lutte. Le sac de Nina est là avec son argent et ses cartes de crédit. Seul son portable semble indiquer quelque chose de louche. On avait enlevé la batterie de son portable. Donc on ne pouvait pas le tracer. Même avec les technologies GPS, c'était impossible. Une équipe de recherche se déploie dans tout le périmètre du parc régional. Ils ont vérifié tous les lieux où Nina avait l'habitude de se rendre, notamment dans le parc. Tout le secteur a été passé au peigne fin par près de 150 personnes, y compris des volontaires. Il y avait des chiens spécialement entraînés. Mais autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Le site est immense. Plus les jours passaient, plus nos chances de retrouver Nina vivante diminuaient. L'affaire va prendre une tournure étrange qui va marquer les esprits et entraîner la police de l'univers ultra sophistiqué de l'informatique au milieu sadomasochiste de San Francisco. Nina a disparu depuis une semaine et son retour semble maintenant improbable. Elle ne m'a pas du tout donné l'impression de quelqu'un de déprimé qui décide de faire un break dans sa vie. Je n'ai pas voulu envisager le pire pendant quelques jours. Et puis j'ai compris qu'elle n'allait pas revenir. Aucun élément ne me permettait de garder espoir. Les enquêteurs se penchent sur son passé, à la recherche d'une piste.
Nina était née en Russie. Elle y avait suivi une formation de gynécologue obstétricienne. Tout l'été 2006, elle avait travaillé là-bas. Et elle avait signé et payé pour passer son diplôme ici et exercer aux États-Unis. Née dans une famille de médecins, Nina est une enfant brillante qui fait de hautes études, mais qui rêve de connaître le monde au-delà de l'Europe de l'Est. Elle avait cette joie de vivre, cette envie de dévorer la vie. Nina vient d'avoir 20 ans lorsqu'un jour, à Saint-Pétersbourg, elle doit accompagner une amie à un rendez-vous organisé avec un homme d'affaires américain du nom de Hans Reiser. Elle devait faire l'interprète, mais ça a été le coup de foudre entre Hans et elle. Hans est fasciné par sa beauté et son intelligence. De son côté, Nina est attirée par le célèbre génie de l'informatique. Hans avait eu une enfance plutôt solitaire. Il a très tôt laissé tomber ses études, même si on a du mal à le croire. Très jeune, il devait avoir 14 ans, bien avant l'âge moyen du bac. Il a présenté les examens d'entrée aux universités et a été accepté par Berkeley. Il n'a jamais passé de diplôme. Il faisait ça en auditeur libre. Il travaillait dans un labo d'informatique. D'après certains, il avait quitté le lycée parce qu'il ne trouvait pas le niveau assez motivant. Hans monte sa propre boîte de logiciels baptisée Namesys et se fait un nom du jour au lendemain. Reiser est l'étoile montante de la Silicon Valley et son potentiel semble illimité. Il a mis au point un système de fichiers, le système Reiser, utilisé entre autres sous Linux dans le monde entier. Dans sa branche, celle de l'informatique, c'était une vraie célébrité. Si le système Reiser était devenu le système de fichiers standard du système d'exploitation Linux, Hans serait devenu multimillionnaire. Il s'en sortait bien. C'était une petite entreprise en plein essor. Elle valait plusieurs millions de dollars. Hans a refusé de la vendre. D'une certaine manière, c'était son bébé. Avec le boom technologique des années 90, Hans est à deux doigts d'entrer dans le monde fermé des plus grandes fortunes. Nina semble accepter sans problème la passion de Hans pour les arts martiaux, les jeux vidéo et la science-fiction, ou peut-être qu'elle ferme les yeux là-dessus. Quoi qu'il en soit, elle est folle amoureuse de Hans. En 1999, elle vit avec Hans en Amérique et porte leur premier enfant. C'est aussi l'année de leur mariage. Nina poursuit ses études de médecine en Amérique et Hans lui procure un emploi dans son entreprise. En fait, elle est chef comptable de l'entreprise. C'est elle qui tient la comptabilité et gère les finances de la boîte. Hans et Nina se marient en 1999. D'après leurs amis, le mariage semble parti pour durer. Ils étaient heureux, la vie leur souriait, les affaires marchaient bien. Nina était aux anges à l'idée de devenir médecin aux États-Unis, et pour couronner le tout, ils étaient heureux d'attendre un enfant. Je pense que Nina et Hans ont été très heureux au début. Elle m'a dit qu'elle l'épousait par amour, qu'ils s'amusaient beaucoup ensemble, qu'ils avaient de grands projets pour l'entreprise, qu'elle trouvait Hans passionnant et très original. Rory voit le jour en 1999, suivi 2 ans plus tard par sa petite sœur Nio. La vie de famille va creuser un fossé dans le couple. Ils avaient chacun des points de vue radicalement opposés sur l'éducation des enfants. Nina voulait qu'ils aillent à l'école et grandissent comme tous les enfants américains. Pour Hans, les professeurs d'école étaient ce qui pouvait arriver de pire dans la vie d'un enfant. Il y a un autre sujet de discorde. Hans ne veut pas que Nina devienne médecin. Il veut une jolie épouse qui reste à la maison pour élever ses enfants. 4 ans plus tard, le couple est au bord de la rupture. J'avais envoyé 2 livres à Hans. La communication avec les autres pour les nuls et le divorce pour les nuls. Et je lui ai dit, tu vas avoir besoin de l'un des deux. À toi de choisir lequel.
mais je te suggère celui sur la communication entre les personnes. Hans ne suit pas les conseils de son ami et très vite, le fossé qui sépare le couple devient un véritable gouffre. Hans s'absente pendant des mois en Russie pour son travail, pendant que Nina reste à Auckland élever les enfants. Quand il rentrait, Hans ressemblait plus à un étranger de passage qu'à un époux. Il n'y avait plus rien entre eux. Il voulait faire des jeux vidéo, du judo et s'occuper de son entreprise. Dans sa vie, il n'y avait pas de place pour une tendre épouse. Pour garder un œil sur Nina, Hans s'adresse à son plus vieil ami, Sean Sturgeon. Quand on s'est rencontrés, Hans et moi, on avait le même âge, entre 15 et 16 ans, et on jouait à Donjons et Dragons. On s'est vite rapprochés, car on était tous les deux des marginaux. On n'était pas dans la norme, chacun à notre façon. Pendant que Hans passe son temps en Russie, Nina est à Auckland, veillant sur la comptabilité de l'entreprise. Et Sean est celui qui lui tient compagnie. Sean est le seul à veiller sur Nina. Hans ne changera jamais. Il faisait beaucoup de promesses et prouvait immédiatement qu'il n'était pas de parole. Nina et moi, on a peu à peu commencé à éprouver des sentiments l'un pour l'autre. Nina n'est pas partie avec le meilleur ami de Hans. Elle est partie avec son seul ami. Ces deux garçons étaient amis depuis environ 25 ans. La relation avec Sean ne va pas durer. 1 an avant sa disparition, Hans vit désormais à temps plein aux États-Unis. Elle entame une relation avec un certain Anthony Zographos. Mais selon des amis, Sean garde une place dans la vie de Nina et Anthony n'apprécie pas. Anthony ne supportait pas le fait que Nina soit encore en contact avec Sean Sturgeon et qu'elle reçoive de l'argent de ce dernier. Nina trouvait Anthony trop directif, trop jaloux. Je ne dis pas qu'il n'était pas amoureux de Nina. Mais entre lui et moi, ça passait mal. Une femme disparue et 3 hommes jaloux. Il appartient à la police de savoir si la jeune femme n'a pas été prise entre 3 feux. Dans son enquête sur la mystérieuse disparition de Nina Reiser, la police a 3 suspects plausibles. Il y avait son mari dont elle était séparée, Hans Reiser, son petit ami du moment, Anthony Zographos, son ancien petit ami et ancien meilleur ami de Hans Reiser, Sean Sturgeon. À mes yeux, ils étaient tous les 3 suspects. D'après les dires des plus proches amis de Nina, Zographos pouvait se montrer jaloux et autoritaire. Il a affirmé qu'il n'était pas en ville au moment de la disparition de Nina. Bien évidemment, on a voulu savoir où il se trouvait et s'assurer qu'il était bien là-bas. Ce week-end-là, Anthony était allé faire du camping avec son ex-femme et ses enfants. Il avait un alibi en béton. Les inspecteurs se tournent alors vers Sean, l'ex-petit ami de Nina. D'après certains témoignages, il continuait de l'aider financièrement. Vu sous cet angle, on pouvait imaginer que Nina avait une grosse dette envers Sean Sturgeon, ce qui lui faisait un bon mobile pour vouloir s'en débarrasser. La police ne va pas tarder à découvrir que le meilleur ami de Hans est loin d'être un homme ordinaire. Il avait joué la demoiselle d'honneur le jour du mariage. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il s'était travesti, et ça ne faisait qu'ajouter une note étrange au personnage. Je menais une vie très décousue. J'étais dans la communauté SM. En réalité, j'étais en train de la quitter, mais j'en avais fait partie. J'avais eu pas mal d'expérience dans l'industrie du sexe.
Je faisais des tas de trucs délirants. Mais jusqu'à présent, Sean n'a commis aucun délit et la police ne peut pas l'arrêter uniquement pour cause de marginalité. Sean Sturgeon avait un alibi. Pas très solide, mais un alibi plausible. Et il travaillait à la soupe populaire ce soir-là. S'il existe une personne avec le mobile et les moyens de faire disparaître Nina, c'est bien son mari, Hans Reiser. Les enquêteurs découvrent que le couple était en pleine bagarre pour obtenir la garde des enfants. J'avais connu de nombreux cas pénibles et conflictuels, mais c'était de loin le pire de tous. Nina Reiser accusait Hans d'élever ses enfants comme des adultes, de laisser leurs fils jouer à des jeux vidéo ou regarder des films violents avec des images de guerre et d'horreur. Hans ne voyait pas ce qu'il y avait de mal à ça. Hans envoyait à Nina des tas d'emails dans lesquels il tenait des propos menaçants. Il n'était d'accord sur rien. Il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur le choix d'une école, sur le choix d'une infirmerie, sur le choix d'un docteur. Il y avait beaucoup de haine. Nina accuse Hans de cruauté et de négligence. Il la traite de mère indigne, de voleuse et l'accuse d'adultère. Hans accusait Nina d'avoir détourné des centaines de milliers de dollars de Nemesis, au temps où elle était chef comptable de la compagnie. Le conte de fées de la Belle et du Geek se termine en film d'horreur. On aurait pu penser que la colère de Hans allait faire place à de l'inquiétude après la disparition de Nina, mais c'est loin d'être le cas. Ils ont dit à Hans, « Vous êtes le dernier à avoir vu Nina Reiser. Savez-vous ce qui lui est arrivé? Où on peut la trouver ?» Hans a répondu « Voyez mon avocat. » C'est tout. La police obtient un mandat de perquisition pour fouiller la maison et la voiture de Hans. Il y avait une sorte de pilier en bois qui séparait l'entrée du salon. Et on a trouvé une trace de sang dessus, à environ 1,20 m du sol. Bizarrement, la voiture dans l'allée n'est pas celle de Hans, mais une voiture de location. Dès le début de l'enquête, on avait établi que Hans conduisait une voiture appartenant à sa mère, Beverly. Hans lui avait dit qu'elle avait un problème de batterie. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où était la voiture. La police fait une enquête de voisinage. Personne n'a vu la voiture après la disparition de Nina. Par contre, un voisin raconte un fait particulièrement troublant. 2 jours après la disparition de Nina, un voisin d'en face a vu Hans en train d'arroser dans son allée pendant au moins une demi-heure. Il nous a dit, « J'ai trouvé ça vraiment bizarre, surtout de la part de Hans, car il ne jardine jamais. On ne l'a jamais vu faire quoi que ce soit dehors. » Les tests ADN sont clairs. Le sang prélevé sur la tache dans la maison de Hans est bien celui de Nina. Mais les inspecteurs savent bien que sans corps, ils n'ont aucun chef d'inculpation. Il est devenu évident que Hans refusait de coopérer à l'enquête. Et il était de plus en plus clair qu'il était impliqué dans la disparition de Nina. Le juge a accepté de signer un mandat de mise sur écoute. Près de 3 semaines après la disparition de Nina, la police capte une conversation inquiétante entre Hans et sa mère. Allô? Maman? Oui? En gros, il a commencé par dire « Maman, je dois te parler du divorce et de toutes les horreurs que Nina m'a faites. » Elle ne m'a pas seulement trompé. Elle a cherché à m'avoir par tous les moyens possibles. Je sais, mais Hans, même si elle a été horrible, c'est quand même triste ce qui est arrivé à Nina. C'est vrai. Quoi qu'elle ait pu faire, elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Tu trouves pas? Elle n'aurait pas dû mettre mes enfants en danger. Oui, mais quand même, elle ne méritait pas tout ça. C'était quasiment des aveux.
Oui, mais c'est pas ma faute, ni celle de Rory. Il était clair qu'il essayait d'expliquer à sa mère pourquoi il avait tué Nina. D'accord, mais calme-toi, Hans. Bisous, je t'aime fort. Cette conversation ne fait qu'augmenter la frustration des policiers. Ils savent que ce n'est pas une preuve recevable devant un tribunal. Ils se lancent alors dans un jeu du chat et de la souris et suivent à la trace Hans et sa voiture de location dans tout Oakland Hills. Il a tenté plusieurs fois d'échapper à notre surveillance. Par exemple, il roulait sur une autoroute à 50 km/h, même si la limitation était à 90, puis il prenait une sortie et remontait aussitôt sur l'autoroute pour voir s'il était suivi. Pour qui se prend-il? James Bond? Hans veut peut-être jouer au plus malin avec les policiers. Mais pourquoi fuir si on n'a rien à cacher? La police prend en filature son suspect numéro 1, Hans Reiser. Mais le génie de l'informatique réussit à les semer en permanence. Il avait une conduite totalement irrégulière, de façon à ce qu'on ne puisse pas le suivre. Mais la police s'accroche. Il était filé par plusieurs voitures. Une voiture pouvait le suivre sur quelques blocs, tournait, et une autre prenait le relais. Il y avait même un avion qui le suivait. Un jour, Reiser se dirige dans un quartier résidentiel de Oakland Hills et se gare. Il a arpenté la rue de haut en bas, a fait le tour. Ça lui a pris une demi-heure alors que ça peut se faire en 5 minutes. Persuadé qu'il n'est pas suivi, il conduit la police à sa voiture, celle que les enquêteurs cherchent depuis la disparition de Nina. Après avoir déplacé le véhicule vers un endroit encore plus isolé, Hans se précipite chez sa mère à quelques kilomètres de là. La police entre alors en action. En fouillant la voiture, on a tout de suite été frappé par un détail. C'était une 2 places, des sièges baquets. Le siège passager n'était plus là, complètement envolé. Qui se balade avec un trou à la place du siège passager? C'était très suspect, très compromettant. Les tapis de sol étaient humides. Il y avait même de l'eau à un endroit, presque 2 cm d'eau. Ça pouvait être la preuve qu'on avait cherché à effacer des pièces à conviction. Ce n'est pas le seul élément suspect. Dans la voiture, ils ont trouvé 2 livres sur le crime. Et dans l'un d'eux, il était dit spécifiquement qu'un meurtre était rarement résolu sans cadavre. Il avait potassé le sujet. Il avait fait des recherches sur la façon dont la police menait une enquête. Certes, Hans a bien fait ses devoirs, mais il sous-estime ses adversaires. Et quand il va baisser sa garde un instant, la police va lui sauter dessus et mettre le petit génie en garde à vue. Il se baladait avec 9 000 $ et son passeport. Son sac révèle un autre indice. Il a retiré la batterie de son portable. Ça coïncidait avec la façon dont on avait retrouvé le portable de Nina dans sa voiture. 6 semaines après la disparition de sa femme, Hans Reiser est arrêté et inculpé de meurtre même s'il n'y a pas de corps. Quand j'ai pris l'affaire, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais prouver qu'il y a eu crime si je n'ai pas de cadavre? Ça arrive, mais c'est rare. En prévision du procès, les avocats de l'accusation font un premier interrogatoire des témoins clés. C'est alors que Sean Sturgeon fait une révélation fracassante. Sean Sturgeon nous a déclaré qu'auparavant, il avait déjà tué 8 personnes et demie. Et demi, car il ne savait pas si la personne était morte ou vivante. Je leur ai dit, arrêtez-moi pour meurtre. J'allais pas donner tous les détails, j'allais pas dire qui et comment. Jugez-moi et mettez-moi en prison. Tous ceux qui suivent l'affaire sont sidérés. Il avait vraiment jeté un pavé dans la mare. On était tous là à se demander si ça signifiait que Sean avait tué Nina.
Un tueur en série autoproclamé? Une ex-petite amie disparue? La police se demande soudain si elle ne s'est pas trompée d'homme. Un mois avant le coup d'envoi du procès pour meurtre sur la personne de Nina Reiser, Sean Sturgeon, l'ex-petite amie de Nina, confesse avoir tué au moins 8 personnes. Il a raconté à la police qu'il avait tué ces gens parce qu'il l'avait violé et battu, lui et sa sœur, dans la communauté où ils avaient grandi. Sturgeon invite les policiers à fouiller sa maison et leur remet de son plein gré sa collection de revolvers, mais il refuse de donner le moindre détail sur ses présumées victimes, pas même leur nom. On ne savait pas qui étaient ces personnes. Il n'a jamais voulu les identifier. La tâche n'était pas facile pour nous. Mais comme vous pouvez l'imaginer, on a fait notre enquête. Pourquoi avoir fait un tel aveu? Sturgeon explique qu'il l'a fait pour ne pas avoir à témoigner au tribunal. L'idée d'une nouvelle humiliation publique est au-delà de ses forces. Mes amis m'évitaient à cause de toutes ces histoires de SM qui avaient été déballées. Alors j'ai dit à Paul Aura que j'avais tué des gens avant. J'ai donné certains noms, donné quelques informations. On n'a pas réussi à prouver que Sean Sturgeon avait tué qui que ce soit. Je n'ai jamais pu vérifier si ce qu'il avait dit était vrai, s'il avait bien tué 8 personnes et demie. C'était un type bizarre à tendance sadomasochiste. Les avocats de la partie civile n'avaient pas intérêt à associer la disparue, cette jeune femme douce et gentille, à ce genre d'homme. Sean s'est montré complètement irresponsable en faisant ses faux aveux. Ces faux aveux pouvaient signer la remise en liberté de Hans. Voilà quelqu'un qui, en théorie, a un mobile et qui vient s'autoproclamer meurtrier. Vous avez un meurtrier sous la main, avec un mobile. Ça devient difficile d'inculper le mari en l'absence de cadavre. Déstabilisé, l'accusation fait une proposition à Hans. Dites-nous où est le corps, avouez que vous avez tué Nina et on vous donnera 3 ans ferme pour crime passionnel. Hans rejette l'offre, choisit de jouer qui tout double, comme dira le juge, et d'aller au procès. Je crois qu'il a misé sur l'absence de corps. Il a dû se dire, il n'a aucune preuve, je peux gagner cette affaire, j'ai un bon avocat, ils n'ont pas retrouvé son corps, je suis un mec intelligent, oui, je vais m'en sortir. L'accusé est plein d'arrogance, mais sa confiance en lui ne va pas tarder à être ébranlée. Au cours d'une audition précédant le procès, le juge déclare les aveux de Sean Sturgeon non recevables. L'accusation n'a pas encore gagné pour autant. Dès l'ouverture du procès, Paul Aura fait mettre un portrait de Nina avec son fils sur un chevalet au milieu de la salle d'audience. On a tous immédiatement compris le message. Cette mère avait disparu et ne pouvait se faire entendre, et c'est lui qui allait parler pour elle. Il fallait convaincre le jury que cette femme n'était pas seulement disparue, mais morte. Elle n'était pas partie, elle était morte. Elle n'était pas une mère à abandonner ses enfants. L'accusation soutient qu'au moment où Nina a déposé ses enfants chez Hans, il y aurait eu une dispute entre eux qui aurait dégénéré. Hans pouvait très bien avoir tué Nina par strangulation. Il en avait les moyens, il était ceinture noire de judo. Le témoignage du fils de Nina, Rory, 7 ans, apporte la dernière pièce du puzzle. Il a fait un dessin et écrit des mots sur une feuille pour tenter d'expliquer l'absence de sa mère. Il dormait dans son lit. Il s'est réveillé, il a remarqué que son père n'était pas là. Son père dormait avec lui d'habitude. Il a vu son père descendre l'escalier avec un très gros sac. Et pour lui, sa mère était dans le sac.
Il est sorti du banc des témoins, s'est assis par terre et s'est plié en deux pour montrer comment il avait vu son père porter le sac dans l'escalier avec sa mère dedans. Du moins, c'est ce qu'il supposait. Ça a sans doute été le pire moment du procès. Ils ont rétorqué « Hans est un geek, un fou d'informatique, il est bizarre, il ne correspond pas à la norme. On ne peut pas retenir ça contre lui, ça ne l'incrimine pas forcément. C'est un geek, c'est un type étrange. » C'était une excellente défense, car Hans est vraiment quelqu'un d'étrange. Il a un comportement social très bizarre. La défense semble gagner du terrain, mais Hans est persuadé qu'il peut mieux faire que ses avocats et insiste, malgré leur avis contraire, pour venir à la barre. Venir à la barre était la chose la plus stupide à faire. Hans avait réussi jusque-là à contenir son arrogance. C'est un classique que je connais bien. Trop laisser la parole à l'accusé, c'est lui donner la corde pour se pendre. Il se montrait courtois, faisant un effort pour répondre sans détour. Le premier jour, je l'ai trouvé excellent. Il semblait normal, convivial, aimable. J'ai eu un peu peur, car il s'en sortait bien. Mais dès que les questions deviennent plus pointues, Reiser commence à perdre son calme. Où avez-vous mis le siège? La batterie du portable était sortie? Pourquoi avoir arrosé votre allée? Pourquoi avoir nettoyé l'intérieur de la voiture? Quand j'ai abordé ces questions, il s'est montré lamentable. Il balbutiait, il s'étranglait, il toussait avant de sortir un mensonge. Il avait une explication à tout. Mais mises bout à bout, ces explications donnaient l'image d'un homme qui avait tué sa femme. J'ai regardé les jurés et visiblement, ils n'avaient plus trop de sympathie pour lui. On les voyait réagir. Le petit génie perd de sa magie. Il se met à dos les jurés, le juge et même ses avocats. Il lui reste pourtant un dernier tour dans sa manche. Après 2 jours et demi de délibération, le jury tient son verdict. Nous déclarons après délibération que Ils n'ont pas délibéré très longtemps, ils n'ont pas posé de questions. l'accusé Hans Reiser, coupable de meurtre au premier degré. C'était la condamnation la plus lourde. Hans Reiser tente une fois de plus d'avoir le dernier mot. Je me souviens bien des paroles de Hans, c'était tellement révélateur. Il s'est levé, il a dit « J'ai été le meilleur père possible ». En fait, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est « J'ai tué la mère pour sauver les enfants ». C'est quoi cette réponse? Tu viens d'être accusé de meurtre? Tu as tué leur mère? Reiser et ses avocats réservent une dernière surprise à la partie plaignante. Ils sont prêts à révéler l'endroit où se trouve le corps en échange d'une sentence plus douce. Durant le procès, Maître Ora et moi, on avait eu une entrevue avec la mère de Nina. Et elle nous avait fait comprendre qu'elle voulait ramener Nina chez elle. Une fois de plus, Ora fait une offre à Reiser. Pour l'instant, il risque 25 ans ferme. S'il accepte l'offre, il pourra sortir dans 15 ans. Si vous me dites où est le corps de Nina, ce qui s'est passé ce jour-là, comment vous l'avez tué, si vous plaidez coupable pour meurtre au second degré et que vous renoncez à faire appel, on peut se mettre d'accord. Pour la famille de Nina, ce marché est difficile à encaisser. Mais pour récupérer le corps de Nina, ils sont prêts à payer le prix fort. Hans crache enfin le morceau. Il s'entretient une dernière fois avec la police et leur raconte sa version de ce qui s'est passé l'après-midi où Nina a disparu. On a parlé du divorce et ça m'a rendu fou de rage. Et je l'ai tuée.
Et je n'aurais pas dû faire ça. Je suis vraiment désolé. Comment l'avez-vous tué? Vous l'avez frappé? J'ai empêché le sang d'affluer à sa tête. J'ai placé mes mains sur son cou et j'ai fait la prise la plus banale que tout prof de judo mépriserait. Je l'ai étranglée. Elle n'a pas du tout souffert. C'est la façon de mourir la moins douloureuse. Je vous jure que ça a pris peu de temps et qu'elle n'a vraiment pas souffert. Là, dans le salon, près de la porte d'entrée. Il dit que ça a été rapide, silencieux, et que les enfants n'ont rien entendu. Après l'avoir tuée, il l'a mise dans un sac, genre sac de marin. Il l'a mise dans la voiture et elle est restée là jusqu'à ce qu'il ait creusé le trou où il l'a enterrée. Il lui a fallu 2 nuits pour creuser. Il faisait ça pendant que les enfants dormaient. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce dessin qu'avait fait Rory et au fait qu'il avait raison. Il avait vu quelque chose. Sa mère était dans le sac. Comment ce petit garçon a-t-il pu savoir que sa mère était dans le sac? 3 jours après la négociation de remise de peine, Reiser, menotté à son avocat, mène la police sur un étroit sentier dans le parc régional de Oakland Hills. On a grimpé un sentier à travers les buissons et à environ 5-6 mètres, on a repéré un endroit sous les buissons. Il a dit, elle est là, à moins d'1 mètre, dans un sac de toile. Les policiers ont creusé à moins d'1 mètre. Ils ont vu les poignées du sac. Elle était bien là. Reiser est condamné à 15 ans ferme dans une prison d'État. Quand Hans va se retrouver en bas de l'échelle de l'univers carcéral, il va savoir ce que c'est que le pouvoir. Et il va apprendre qu'il ne l'a pas. Il va aussi apprendre ce que c'est que d'être une femme. Et finalement, il y a une logique. Cet homme a pris la vie de sa femme, et il va sans doute terminer par en être une. Hans Reiser aurait pu être multimillionnaire, côtoyer les stars les plus brillantes de la Silicon Valley. Au lieu de ça, il va passer les plus belles années de sa vie en prison. Espérons que la vision de sa ravissante jeune femme le hante jusqu'à la fin de ses jours. C'était Dominique Dune. À bientôt.